On entend souvent parler de cet enfant intérieur. Parfois, ça sonne un peu poétique, presque un concept flou, non? Oui, un peu éthéré. C'est ça. Et d'autres fois, on a vraiment l'impression qu'il y a un pilote inconnu aux commandes de nos émotions, qui réagit de façon complètement inattendue. Mhm. Aujourd'hui, on part à la recherche de ce pilote. On va essayer de comprendre qui il est, d'où il vient et surtout, ce qu'il essaye de nous dire. C'est une excellente mission. Parce que derrière cette expression, il y a un univers psychologique qui est d'une richesse incroyable. J'imagine, oui. Et pour cette exploration, on s'appuie sur des sources assez variées. On a des textes fondateurs, de Jung ou Winnicott, des modèles thérapeutiques très modernes et structurés comme l'IFS, le système familial intérieur, Ah oui? et des approches plus pratiques, vraiment tournées vers la reconnexion. L'idée, c'est de se construire une sorte de carte de ce territoire intérieur. Une carte pour naviguer dans notre propre monde. J'adore l'idée. C'est un peu ça. Très bien. Alors, commençons par le début. Déplions cette carte. Pour bien comprendre, il faut qu'on parte de la base. Quand on parle de l'enfant intérieur, de quoi on parle au juste? C'est un souvenir, une partie de notre cerveau? Alors c'est avant tout une métaphore. Une métaphore extraordinairement puissante. D'accord. Il ne s'agit pas d'un petit être qui vit littéralement en nous, mais plutôt, comme le dit une de nos sources, d'une représentation archétypale. C'est-à-dire? C'est la mémoire vivante et active de l'enfant qu'on a été. Et cette mémoire, c'est pas juste une collection de souvenirs, hein. Elle contient l'énergie, les émotions, les joies, les peines, tout ça est encore là. D'accord, c'est une mémoire vivante. Mais comment ça s'organise en nous, tout ça? Les psychologues ont un modèle pour s'y retrouver. Oui, un des modèles les plus accessibles, c'est celui de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Ah oui, je connais un peu. Il propose que notre personnalité fonctionne selon 3 états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant. Le parent, c'est nos valeurs, nos règles intériorisées. Exactement. L'adulte, c'est la partie rationnelle qui analyse le présent. Et puis, il y a l'état du moi enfant, et c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Et cet enfant, il n'est pas tout d'une pièce, si je me souviens bien. Pas du tout. Berne le divise en 2 grandes catégories. Il y a d'abord l'enfant libre. D'accord. Ça, c'est notre part la plus originelle, spontanée, créative, intuitive. C'est la part de nous qui s'émerveille, qui rit aux éclats, qui exprime ses besoins sans filtre. La joie pure, la tristesse pure. Voilà, c'est l'émotion brute. Et c'est aussi cette part-là qu'on cherche à retrouver, j'imagine. Ce n'est pas qu'une histoire de blessure à guérir. C'est un point capital. On y reviendra, mais le but du chemin, c'est vraiment de redonner de l'espace à cet enfant libre. Mais pour survivre et être aimé, cet enfant a dû s'adapter. Et ça, c'est la 2e catégorie, l'enfant adapté. Celui qui a appris les règles du jeu. C'est ça. Il a appris à réagir aux attentes du monde extérieur. Soit en s'y soumettant pour avoir la paix, c'est l'enfant adapté soumis. Soit en s'y opposant systématiquement. Le rebelle. L'adapté rebelle, exactement. Cet enfant adapté, ça me fait penser à un autre concept des sources, l'idée du vrai self et du faux self. C'est lié? C'est une connexion très pertinente. C'est le psychanalyste Donald Winnicott qui a approfondi cette idée. Pour lui, le vrai self, c'est notre nature authentique, nos élans spontanés. L'enfant libre de Berne, en quelque sorte. On pourrait faire le parallèle, oui. Et le faux self, c'est le masque qu'on se construit pour s'adapter, pour être accepté et aimé par notre environnement. C'est un mécanisme de protection. C'est le syndrome du « oui, bien sûr, pas de problème », qu'on dit alors qu'à l'intérieur on hurle « non ». C'est exactement ça. C'est une stratégie de survie sociale. Ce qui est fascinant, c'est que tous ces modèles, Berne, Winnicott, convergent vers cette idée. Une partie de nous est restée spontanée et une autre s'est construite pour nous protéger. Et c'est la tension entre les deux qui est au cœur de tout. Précisément. D'accord, on a donc cette dualité. Mais alors, que se passe-t-il quand ce masque, cette protection, ne suffit plus? Quand la blessure est si profonde que ce fameux pilote inconnu prend brusquement les commandes? C'est là qu'on touche au cœur du problème. Une des sources l'explique très bien du point de vue neuroscientifique. Ah, intéressant. Quand on vit un traumatisme dans l'enfance, notre cerveau, qui est encore immature, n'a pas la capacité de le digérer, de le traiter comme un simple souvenir. L'expérience reste comme figée dans le temps, encapsulée dans le système nerveux. Avec toute sa charge émotionnelle? Avec toute sa charge, oui. C'est comme si on avait une vieille pellicule de film qui se remet à jouer en boucle la même scène effrayante dès qu'on appuie sur le mauvais bouton dans le présent. C'est une analogie parfaite. Un mot, une situation, une intonation.
Et la pellicule se lance. Et là, ce n'est plus l'adulte de 40 ans qui réagit, mais l'enfant de 6 ans qui se sent rejeté, terrifié. D'où les réactions qui nous semblent parfois complètement disproportionnées. Exactement. La réaction ne répond pas à l'événement présent, mais à la douleur passée. C'est vertigineux. Et j'imagine qu'il y a des schémas qui reviennent souvent. Les documents parlent beaucoup des 5 blessures fondamentales. Rejet, abandon, humiliation. Trahison et injustice, oui. C'est un modèle très populaire qui propose qu'on développe un masque comportemental pour se protéger de notre blessure principale. Par exemple, la peur du rejet donnerait le masque du fuyant. C'est l'idée. Et la peur de l'abandon, celui du dépendant. C'est un modèle qui parle à beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur de se mettre dans une de ces 5 cases? C'est une critique légitime. Le risque, c'est de s'enfermer dans une étiquette. Il faut vraiment voir ça comme des cartes, pas comme le territoire. Ça peut aider à avoir de grandes tendances, mais notre réalité intérieure est bien plus complexe. Et c'est là qu'un autre modèle devient intéressant, c'est ça, l'IFS. Oui, le système familial intérieur. C'est un modèle que je trouve passionnant. Il m'a particulièrement frappé parce qu'il ne parle pas d'un seul enfant intérieur, mais de toute une famille de parties en nous. C'est exactement ça. Richard Schwartz, son créateur, postule que notre psychisme est naturellement multiple. Et dans cette famille, il y a d'abord les exilés. Les exilés. Ce sont nos jeunes parties blessées, celles qui portent le poids de la douleur, de la honte, de la peur. Elles sont exilées du reste du système parce que leurs émotions sont trop intenses. Et pour les maintenir à l'écart, d'autres parties entrent en jeu, les protecteurs. Précisément. Et ils ont des stratégies très différentes. D'un côté, il y a les managers. Eux, ils sont proactifs, c'est ça? Oui, ils essayent de tout contrôler pour éviter que les blessures des exilés soient ravivées. Le perfectionnisme, par exemple, c'est un manager typique. Si tout est parfait, personne ne pourra me critiquer et mon exilé qui se sent nul ne sera pas touché. C'est exactement ce raisonnement. Le besoin de plaire, l'hypervigilance, ce sont aussi des stratégies de manager. Mais parfois, la douleur ressurgit quand même. Bien sûr, le monde est imprévisible, et c'est là qu'intervient la deuxième ligne de défense, les pompiers. Ah, les pompiers. Eux, ils sont réactifs. Quand la douleur d'un exilé perce les défenses et menace de nous submerger, les pompiers entrent en action de manière impulsive, extrême, pour éteindre l'incendie émotionnel. Coûte que coûte. Et leurs méthodes sont pas toujours très... Constructive. Non, car leur seul but est de soulager tout de suite. Les addictions, les colères explosives, les achats compulsifs, passer des heures sur les réseaux sociaux. Pour se déconnecter. Voilà, pour s'anesthésier. Ce sont toutes des stratégies de pompiers. C'est fascinant. Donc si je schématise, le manager construit une forteresse pour que la douleur de l'exilé soit jamais atteinte. Mais si un ennemi franchit les murs, le pompier arrive et met le feu à la forteresse pour qu'on ne remarque plus l'ennemi. C'est un peu ça? C'est une excellente image. Le pompier crée une distraction massive, quitte à causer d'énormes dommages collatéraux. Ce qui est puissant avec ce modèle, c'est qu'il ne diabolise aucune partie. Même pas le pompier. Même pas. Il est vu comme un protecteur qui fait de son mieux avec les outils qu'il a pour nous empêcher de sombrer. Il n'y a pas de mauvaise partie. D'accord. Cette carte de notre famille intérieure est très claire. Et aussi un peu effrayante. On voit le chaos potentiel. Ça soulève une question cruciale. Comment on fait la paix là-dedans? Parce que les sources mentionnent des gens qui ont essayé de se reconnecter et qui se sont sentis encore plus mal, submergés. C'est un champ de mine. C'est un point absolument fondamental. Et on mise en garde qu'on retrouve dans toutes les approches saines. Le processus doit impérativement partir d'un espace sécure. D'accord. Et il ne s'agit surtout pas de se forcer à revivre un traumatisme de manière brute. C'est le meilleur moyen de se retraumatiser. Le but n'est pas de retourner dans le passé en tant qu'enfant, Mais de le revisiter en tant qu'adulte. voilà, depuis la perspective de l'adulte solide et bienveillant qu'on est aujourd'hui. On ne retourne pas dans la maison en feu, on y envoie le pompier professionnel qu'on est devenu pour secourir l'enfant coincé à l'intérieur. C'est exactement ça. Le but, c'est ce que les thérapies appellent le reparentage. Se reparenter soi-même. L'adulte que nous sommes devient le bon parent que notre enfant intérieur n'a peut-être pas eu. Et ça se fait en plusieurs étapes. La toute première, c'est de reconnaître et écouter. Donc c'est pas analyser ou juger, mais juste remarquer, constater. Ah tiens, là je me sens petit et effrayé. C'est sûrement une jeune partie qui se manifeste. On peut passer à la deuxième étape, dialoguer. Dialoguer. Oui, les sources proposent des techniques comme tenir un journal du point de vue de cette partie ou lui écrire une lettre.
lui poser des questions. De quoi as-tu peur? De quoi aurais-tu besoin? J'imagine que ça peut paraître un peu étrange au début de parler à une partie de soi. Bien sûr, il faut dépasser une certaine gêne. Mais c'est un exercice d'imagination empathique. On se connecte à une émotion et on lui donne une voix. Et c'est ce dialogue qui mène à la troisième étape, rassurer et réparer. Concrètement, ça donne quoi? Imaginons quelqu'un qui a été laissé seul et effrayé dans le noir. L'adulte d'aujourd'hui peut visualiser cette scène, se voir entrer dans la chambre, allumer une veilleuse et dire à l'enfant « Je suis là maintenant, tu n'es plus seul, je te protège ». On ne change pas le passé, mais on change le ressenti lié au souvenir. On transforme la charge émotionnelle exactement. C'est ce qu'on appelle un scénario réparateur. Et la dernière étape, si je me souviens bien, nous ramène à ce qu'on disait au début. Il ne s'agit pas seulement de soigner. Absolument. La quatrième étape, c'est de nourrir l'enfant en soi. La réconciliation, c'est s'occuper de la part qui pleure, mais c'est aussi et surtout faire revivre celle qui rit. On revient à l'enfant libre. On revient à l'enfant libre, ça veut dire réintroduire consciemment dans sa vie d'adulte le jeu, la créativité, l'émerveillement. Ah, on boucle la boucle, hein. Donc c'est pas juste un pansement pour les blessures, c'est de l'engrais pour faire refleurir le jardin. C'est la métaphore parfaite. Soigner, c'est désherber. Nourrir, c'est planter de nouvelles fleurs et les arroser. Alors, quel est le but final de ce voyage? À quoi ça ressemble la vie une fois que cette famille intérieure est plus apaisée? On devient invulnérable? Pas du tout. Le but n'est pas de ne plus jamais ressentir de douleur. Le véritable objectif, c'est l'intégration. C'est d'être moins gouverné en secret par ses blessures. Et de développer de la compassion pour soi-même? Une profonde compassion pour toutes les parties de soi, oui. On ne cherche plus à rejeter la peur, on apprend à l'accueillir comme une messagère. On dépense moins d'énergie à se battre contre soi-même et on en a plus pour vivre. C'est le premier grand bénéfice, l'authenticité. Quand les parties blessées se sentent comprises, le faux self, le masque, peut enfin se détendre. On ose être soi-même, poser ses limites. Parce qu'on a moins peur du rejet. Exactement. Et le deuxième bénéfice, pour reprendre le modèle IFS, c'est le leadership du self. Abby, le self. Cette partie de nous qui est calme, curieuse. Et pleine de compassion. Le modèle IFS postule qu'on a tous ce noyau de conscience. Et quand le chaos intérieur s'apaise, ce self peut reprendre les rênes. La vie n'est plus dirigée par la peur des managers ou la panique des pompiers. Mais par cette sagesse intérieure. C'est une vision du leadership de soi qui n'est pas basée sur la volonté de faire, mais sur la compassion. C'est radicalement différent. Un adulte accompli n'est pas quelqu'un qui a réprimé son enfance, mais quelqu'un qui a libéré son enfant intérieur. La vraie maturité, c'est d'intégrer les qualités de l'enfant, Sa spontanéité, sa créativité, sa capacité à s'émerveiller. tout en assumant ses responsabilités d'adulte. C'est la réunion des deux. Pas le sacrifice de l'un pour l'autre. On est parti d'une simple expression, l'enfant intérieur, et on a découvert tout un écosystème en nous, avec ses drames, ses protecteurs, ses trésors. C'est un voyage intense. Si on devait retenir une idée centrale de tout ça, c'est que notre histoire, même si elle a été difficile, n'est pas une condamnation. On a la possibilité, comme le dit une source, de réécrire son histoire avec compassion, bienveillance et amour. Et pour laisser nos esprits cheminer, une des sources fait un lien qui est fascinant entre l'enfant intérieur et les neurosciences. Oui. Elle l'associe très fortement à l'hémisphère droit de notre cerveau, le siège de l'intuition, de la créativité, des émotions, du jeu. Ce qui soulève une question finale, une invitation peut-être. La question n'est pas seulement comment guérir les blessures de cet enfant, mais aussi Quel incroyable potentiel de joie, de créativité, d'innovation on pourrait libérer si on invitait délibérément plus de jeu, plus de spontanéité et plus de curiosité enfantine dans nos vies d'adultes, si souvent trop sérieuses.